Bonjour et bienvenue dans ce vlog Finaxis dont le sujet est l'apprentissage de Git. Cette vidéo est la deuxième partie d'une première vidéo qui a été diffusée il y a quelques temps, le Git Kit de survie, partie 1, où on a abordé les principes et les commandes de base de Git. Créer un repository, créer des commits, pusher des commits sur un repository distant. Dans la session d'aujourd'hui, nous allons aborder les commandes un peu plus avancées, voire même relativement avancées, ce qui permettra, avec les deux parties, les deux vidéos et les deux tutoriaux, aux développeurs d'effectuer 95% de toutes les tâches qu'il doit accomplir avec le gestionnaire de versionning de code. Comme d'habitude, nous prenons toujours notre exemple de la guerre des étoiles, qui est l'exemple rigolo qu'on a choisi. Toujours pour la même raison, Git est un logiciel assez rébarbatif à apprendre de prime abord, et donc pourquoi ne pas le mélanger avec quelque chose d'un petit peu ludique, histoire de faire passer un petit peu mieux la pilule. Voilà. Donc, nous étions avec nos deux développeurs, Luc et Leia, qui ont développé l'application X-Wing, un vaisseau spatial absolument fulgurant. Et donc, après un tel succès, l'équipe s'est enrichie, elle a grandi, et maintenant, nous avons en plus Han et Chewbacca qui viennent s'adjoindre à l'équipe. Qui dit une plus grosse équipe, dit nécessairement avoir besoin d'un setup plus important au niveau gestion du code. Par conséquent, nous allons maintenant rentrer dans des problématiques de commande et de manipulation du code plus avancées que ce que nous avions rencontré la dernière fois. Alors rappelons-le, la dernière fois, on a vu comment initier un repository avec le git init, on a vu comment stager des fichiers avec le git add, comment committer des modifications avec le git commit, pusher des modifications avec le git push. On a également vu comment créer de nouvelles branches, pusher sur une branche spécifique et ensuite merger la branche sur la branche principale du projet qu'on appellera master. Avant d'aller plus loin, étant donné que maintenant l'équipe s'est étoffée, il est absolument nécessaire de mettre en place des règles de gestion du code. La première règle de gestion du code qui va être mise en place par l'équipe est la fusion des branches. Au niveau de la fusion des branches, il est possible d'adopter plusieurs stratégies. En revanche, Git préconise l'utilisation d'une stratégie en particulier, qui est celle que nous devons adopter, qui est le mode de fusion en fast forward. Concrètement, le mode de fusion fast forward indique que tous les commits de la branche master doivent se trouver préalablement sur la branche qui doit être mergée avant que celle-ci puisse merger. Par conséquent, cela fait que tous les commits qui se trouvent sur la nouvelle branche sont des commits qui viennent s'ajouter au développement principal et non pas se mélanger à lui. Nous pouvons voir ici un exemple de merge en mode fast forward où ici nous avons la branche master représentée ici en orange avec des commits ici sur la branche master. À un certain point, nous avons la création d'une branche qu'on appelle feature, ici, sur laquelle il va y avoir plusieurs commits. Et là, tous les commits de la branche master sont inclus implicitement dans la branche feature. Et les commits de la branche feature ne viennent que s'adjoindre à ceux qui préexistaient sur la branche master. Par conséquent, le développement ici est fait en mode incrémental et il n'y a pas de problème. Notre branche feature est bien en mode fast forward, on peut merger. Nous voyons maintenant, sur notre deuxième exemple, que au moment où la branche feature a été créée, elle a été créée à partir du dernier commit sur la branche master, mais au même moment que le développeur poussait ses développements sur la branche feature, d'autres développeurs sont venus pousser d'autres développements sur la branche master. Par conséquent, la branche feature ici n'est plus en position de fast forward par rapport à la branche master et ce type de merge doit absolument être interdit car il n'y a absolument aucune certitude que le développement qui se trouve sur la branche feature est bien compatible avec le développement se trouvant sur la branche master. Bien évidemment, nous allons apprendre comment repositionner la branche feature en mode fast forward par rapport à la branche master. Ce sera même le point culminant de cette formation.
Alors c'est parti. La toute première tâche que nous allons apprendre à effectuer consiste à explorer sur son code, faire des erreurs et revenir en arrière. Disons qu'ici, Chewbacca démarre un nouveau développement. Avant de commencer à sérieusement développer, Chewbacca a besoin d'un temps pour apprendre à découvrir ce code et à l'explorer. Une des méthodes pour explorer le code consiste à, par exemple, le faire parler, à loguer des choses dans la console, voire même commencer à faire des petits développements pour fixer ses idées. Si nous allons maintenant dans la console, maintenant qu'on a dûment exploré le code et qu'on a fait quelques modifications, il y a fort à parier que ces modifications exploratoires qui ont été effectuées, on souhaite s'en débarrasser. Par rapport à ça, on va voir, si on fait un git status, on va voir les fichiers qui ont été modifiés, et juste pour bien s'assurer que tout fonctionne bien, on fait un git log qui nous indique quel est le dernier statut qui a été effectué. D'accord ? Donc ici, c'est un statut de merge. Voilà, c'est pas trop délirant. OK. Et donc maintenant, la commande qu'on va effectuer pour annuler toutes les modifications temporaires qui ont été faites est le git reset head-hard. OK. On fait un git status. On voit que la branche master est revenue à un état tel qu'elle était avant et que le dernier commit qui a été pushé sur cette branche master est bien le dernier commit que nous avions vu dans le git log tout à l'heure. Alors, si on analyse la commande git reset hard, tout simplement, cette commande va agir sur les fichiers qui ont été modifiés, mais qui n'ont pas encore été committés. D'accord ? Donc, d'une certaine manière, on lui dit d'annuler toutes les modifications qui ont été faites jusqu'au head. Donc, le head, ici, il s'agit, en ce qui nous concerne, du dernier commit qui a été créé sur cette branche master, et le mode "-hard", qui veut dire que les modifications doivent être détruites. On a maintenant un cas de figure relativement similaire au premier que nous avons déjà abordé. Imaginons maintenant que Chewbacca souhaite conserver toutes ces modifications qu'il a effectuées dans son code. Le problème est qu'il se trouve sur la branche master. Et pour pouvoir faire son développement, il doit absolument se situer sur une branche de développement qu'on appellera ici une branche feature. Voilà donc comment il va procéder. La première chose, toujours faire un git status pour savoir exactement où est-ce qu'on en est. Il se trouve que ici, il y a bien le fichier qu'il vient de modifier et dont il est satisfait. Donc, la première chose qu'il va faire ici, c'est qu'il va faire un git add pour stager les modifications et indiquer à Git qu'il faut qu'il soit sensible à la modification qui vient d'être effectuée. Deuxièmement, il va faire un git stash, d'accord, qui signifie tout simplement, qui indique à Git qu'il faut prendre la modification et la mettre de côté. Donc vous voyez que ici, contrairement au git reset de tout à l'heure qui a complètement supprimé la modification, on a mis la modification de côté. Mais on est bien revenu toujours au même commit, donc le repository local de Chewbacca est parfaitement propre. Donc maintenant, Chewbacca va pouvoir créer une nouvelle branche avec la commande git checkout qu'on a vue lors de la première partie de ce tutoriel. Et il va créer la branche Feature Hyperdrive. Maintenant qu'il a créé sa branche, il va faire le git stash pop et la modification qui a été effectuée tout à l'heure sur la branche master et qui a été mise de côté s'est retrouvée maintenant sur la branche feature de Chewbacca. Si on fait un git status, on retrouve bien la modification
et Chewbacca va pouvoir committer localement sa modification sur sa branche feature. Si je reviens maintenant sur la branche master, je retrouve bien ma branche master dans le code telle qu'elle était avant que Chewbacca ne fasse ses modifications. Et sur la branche feature, je trouve bien ici la modification effectuée par Chewbacca. Tout va bien. L'intérêt de faire une telle manipulation est que si on navigue entre les branches avec des fichiers qui ont été modifiés, le problème est que les modifications vont aller se promener d'une branche à l'autre. Et qu'il est toujours malheureusement possible de faire une erreur humaine et de committer les modifications sur une mauvaise branche. Donc lorsqu'on a besoin de créer des branches ou de naviguer entre les branches, il est vraiment préférable de stacher, de mettre de côté toutes les modifications qui ont été effectuées, de manière à pouvoir explorer les branches en toute tranquillité, surtout que on n'est jamais à l'abri du fait que sur la branche qu'on va explorer, il y a possibilité que le code ne soit pas compatible et que par conséquent, il y ait des conflits de merge qui rendraient l'exploration assez aléatoire et assez compliquée. Mieux vaut s'éviter tous ces problèmes en faisant un git stash au moment de l'exploration des branches et au moment où on est sûr de la branche où on veut atterrir, on fera un git stash pop pour pouvoir avoir toutes les modifications qui ont été non committées dans le repository. On va maintenant explorer du côté de chez Han. Han qui, même si c'est un excellent développeur, n'est pas toujours extrêmement propre et extrêmement cohérent avec tout ce qu'il fait. Et en particulier, notre ami Han, là, il fait un peu n'importe quoi. Malheureusement, comme je le disais tout à l'heure, Han est assez tête en l'air. J'ai envie de vous dire, je lui en veux pas, moi aussi je le suis. Et voilà, Han vient de committer un dev qui n'a ni queue ni tête, qui est complètement déchiré, qui bien évidemment ne compile pas, et lorsqu'il s'aperçoit de son erreur, il faut absolument qu'il corrige l'erreur qu'il a commise. Il n'y a pas de mal, Git nous permet de faire une action qui va corriger cette erreur. De la même manière que tout à l'heure, on avait la commande git reset qui nous permettait de nettoyer tous les fichiers qui ont été non committés, nous avons ici une commande git revert head, ici le head signifiant le commit précédent et pas le commit actuel sur lequel nous trouvons, hop, qui démarre un écran interactif et nous propose ici this revert commit et nous indique quel est le chat du commit que nous souhaitons annuler. D'accord? Revert, je ne sais pas ce que je fais. Parfait. On va pouvoir sauvegarder ce commit. Et voilà. Maintenant, si je fais un git status, eh bien, je m'aperçois que ma branche locale est en avance de 2 commits par rapport à la branche précédente. Voilà quand même quelque chose qui me surprend un petit peu. Moi, ce que je voulais, c'était annuler le commit en erreur que je voulais faire. Pourtant, si je vais voir dans mon code, l'erreur qui a été commise a bel et bien disparu. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? En réalité, la réponse, on l'avait déjà tout à l'heure. Le git revert n'a pas annulé le commit précédent. En réalité, le git revert a repositionné notre code dans l'état dans lequel il était avant le commit défectueux,
en poussant un nouveau commit qui annulait le commit défectueux. Par conséquent, nous avons ici maintenant non pas un commit d'avance par rapport à la branche remote, mais 2 commits d'avance. En revanche, le code est tout à fait similaire. On aborde maintenant la deuxième et la plus importante partie de ce tutoriel, à savoir la résolution des conflits dans Git. Aussi étonnant que cela puisse paraître, il arrive souvent qu'il puisse y avoir des conflits entre une branche et elle-même, entre la branche localement et la branche remote. Voici un cas de figure qui est assez courant. On est revenu du côté de Chewbacca, qui, dans le cadre de sa tâche, doit mettre en place une CI. Il fait un premier jet localement sur son poste, et une fois qu'il est content du résultat, il va tester sa CI dans GitLab. Maintenant, pour ceux qui connaissent, une CI, c'est jamais quelque chose qui marche du premier coup. Il faut faire un nombre important d'essais et d'erreurs qui, pour pouvoir être testés, vont nécessairement devoir être committés et envoyés sur GitLab. Le problème, c'est que si on fait ça depuis le poste de travail, il va falloir faire un nombre important de commit push, commit push, commit push, commit push, donc beaucoup de manipulations, ce qui prend énormément de temps. Donc, ce qui peut être assez agréable de faire, c'est au lieu de faire toutes ces manipulations depuis le poste de travail, on va les effectuer directement dans GitLab. Dans GitLab, ça va ressembler à ça. Voici le fichier. Et si je clique maintenant sur ouvrir l'IDE, GitLab me propose un IDE tout à fait confortable qui a l'air de ressembler comme 2 gouttes d'eau à Visual Studio Code et qui va me permettre d'élaborer sur cette CI. Sauf que, avant de faire ça, Chewbacca a oublié un petit détail, c'est que dans son fichier local, ici, il a fait quelques petites modifications. Donc, on se retrouve dans la situation suivante. Chewbacca a fait des modifications qu'il va vouloir absolument garder dans son IDE local, mais en même temps, il fait des modifications ici dans la CI. Voilà. On est ici dans la CI et imaginez qu'on fasse un nombre important de petits commits. Donc voilà. Chewbacca a effectué un nombre important de petits commits sur GitLab directement pour pouvoir élaborer et stabiliser sa CI. Et quand il retourne dans son IDE pour récupérer localement les modifications qu'il a fait, il s'aperçoit, patatras, que son fichier GitLab CI est modifié et qu'il veut absolument conserver toutes les modifications qu'il y a ici. Eh ben, il n'y a pas trop de problème. Comment on s'y prend? La première opération, ça va être localement. On va à nouveau utiliser la commande git stash. D'abord, on va faire un git status pour s'apercevoir que le fichier GitLab CI a bien été modifié localement. OK. On va faire un git stash. Donc là, on a mis de côté la modification sans la perdre. Et un git pull va nous permettre de récupérer le code qui se trouve dans GitLab localement. Maintenant, si je fais git pull, si je vais dans mon fichier, pardon, je m'aperçois que le fichier ressemble en tout point au fichier qui se trouve dans GitLab. Maintenant, je veux incorporer le code que j'étais en train d'élaborer localement sur mon poste. Eh ben, pas de problème. Ici, git stash pop.
de la même manière qu'on l'a fait tout à l'heure pour l'exploration des branches, paf, et je peux faire revenir mon code localement, sauf que maintenant, ici, j'ai un petit conflit. Que je vais pouvoir résoudre. Maintenant que le conflit est résolu, pas de problème. Et voilà. Maintenant, j'ai réussi à fusionner le code que j'ai élaboré sur la branche distante et le code que j'ai élaboré localement sur mon poste. Le fait de faire cette manipulation, plutôt que de tirer directement la branche, ça me permet de faire deux choses. Tout d'abord, je suis sûr d'avoir mis de côté le code que j'ai élaboré localement. Ensuite, lorsque je vais tirer le code de la branche distante et le mettre localement sur mon poste, je suis sûr que je n'aurai absolument aucun conflit. Donc, par rapport à ça, je maîtrise les opérations telles que je fais. Maintenant, lorsque je vais faire un git stash pop et que je vais réincorporer le code effectué localement, dans ce cas-là, il se peut que je rencontre un conflit, mais il se trouve à un moment où je vais pouvoir le contrôler et le maîtriser, et je suis sûr à chaque étape de véritablement savoir où se trouve mon code et quelle est sa nature. Alors que si j'avais directement fait un git pull, j'aurais eu en même temps le conflit avec le code tiré. Si on regarde maintenant ce qu'il s'est passé sur un diagramme, ici, à T0, on a la branche master remote sur lequel il y a eu des commits et le code local qui n'a pas encore été commité. Le git stash, dans un deuxième temps, me permet de mettre de côté le code commité, puis le git pull me permet de récupérer tous les commits qui se trouvent sur la branche distante localement, et finalement, le git stash pop me permet de replacer ma dernière modification par-dessus les autres, et potentiellement de pouvoir la commiter. Tout va bien pour Chewbacca, sa CI marche parfaitement, son code marche parfaitement, et maintenant, il s'apprête à effectuer une tâche que tout développeur doit faire de manière tout à fait systématique, c'est-à-dire de s'assurer que sa branche feature est bien synchronisée avec la branche master. C'est-à-dire, tout simplement, qu'elle se trouve bien en permanence en position de fast forward par rapport à la branche master. Souvenez-vous, tout à l'heure, on avait dit qu'une des règles de l'équipe était d'adopter la convention que tous les merges devaient se faire en position de fast forward. Sauf que, si la branche feature n'inclut pas tous les commits qui se trouvent sur la branche master, in fine, elle arrivera dans cette position-là et elle ne sera pas en mode fast forward. Par rapport à ça, on peut adopter deux stratégies. La première stratégie consiste de déférer la synchronisation de la branche feature avec la branche master le plus tard possible ou au moment où ça va nous gêner le moins. D'accord ? Une deuxième stratégie consiste à synchroniser la branche feature avec la branche master pour qu'elle soit tout le temps en position de fast forward par rapport à la branche master. Donc, c'est-à-dire une synchronisation au fil de l'eau. C'est ça que se propose de faire Chewbacca maintenant. Concrètement, sa branche, à l'heure actuelle, est dans cette position-là, et il veut la remettre dans cette position-là. Alors, tout d'abord, comment est-ce qu'il le sait? Eh bien, c'est très simple, parce que régulièrement,
2 fois par jour, Chewbacca qui travaille sur sa branche feature se repositionne sur sa branche master. Toujours un petit git status. D'accord. Il voit que sa branche a un commit d'avance par rapport à la branche remote. Donc déjà, on va pusher ce commit. Ok. Et maintenant, on va aller explorer la branche master. Ok. Et là, un git status. Et là, Git est un peu paresseux. Il est même pas très malin. Il nous dit que notre branche locale est à jour par rapport à la branche remote qui se trouve sur origin master. Or, il faut pas trop lui faire confiance ici. On va quand même faire un git pull pour s'assurer que c'en est bien le cas. Ok. Et donc là, on s'aperçoit que, eh bien non, il y avait bien des commits qui ont été pushés sur la branche master pendant que Chewbacca est en train de développer sa feature. Donc, voyons un petit peu de quoi il s'agit. Ah oui, je comprends. C'est la grosse bêtise que Han a fait localement sur son poste. Eh bien, Han nous en a fait profiter. Il nous a rajouté 2 commits qui ne servent strictement à rien et il les a poussés sur la branche master, ce qui fait que maintenant, moi qui suis Chewbacca, je ne suis plus synchronisé avec ma branche master. Donc du coup, ma branche master locale est synchronisée avec la branche master remote. Il va falloir maintenant que je synchronise ma branche feature locale avec ma branche master remote. Si je regarde sur un diagramme, ici, j'ai ma branche master et ici ma branche feature. Pendant que j'étais en train de développer, il y a des commits qui ont été poussés sur le master. Donc maintenant, je me trouve dans cette position et je ne suis plus synchronisé avec la branche master. Maintenant, je me suis positionné sur la branche master et j'ai tiré localement tous les commits qu'il y avait sur ma branche master, alors que tout à l'heure, je ne les avais pas. Tout à l'heure, j'étais dans cette position-là. Donc maintenant, ma branche master locale ressemble à ça, et ma branche feature locale ressemble à ça, donc elle n'est pas synchronisée avec la branche master locale. Je vais maintenant effectuer une opération qui va me permettre de décaler ma branche feature locale et de faire comme si elle avait été créée à partir du dernier commit du master. Pour ce faire, je me positionne donc maintenant sur ma branche feature. Et maintenant, j'effectue l'opération git rebase master. Là, Git nous donne une information assez intéressante. Donc, on a voulu se mettre dans cette configuration-là, donc c'est-à-dire faire comme si ma branche feature avait été créée à partir du dernier commit qui a été pushé sur le master, alors qu'on sait bien qu'elle a été créée à partir d'un commit précédent. Donc du coup, rien n'empêche à ce niveau-là qu'il y ait des conflits de code. Effectivement, c'est tout à fait possible. Parfois, on a de la chance, le rebase ne génère pas de conflit de code, mais on comprend bien qu'une telle opération de faire comme si le code avait été créé à partir du dernier commit peut potentiellement engendrer des conflits de code. Du coup, ici, Git, il est plutôt sympa. Au lieu de chercher à faire des choses de façon automatique, il s'arrête et il nous laisse la main et l'opération de rebase reste en cours. En plus de ça, Git nous donne quelques indications pour pouvoir résoudre le conflit. Tout d'abord, ici, si on lit la log, il nous dit qu'on a un conflit au niveau du fichier
GitLab CI, ok. Donc ensuite, il nous dit qu'il faut résoudre les conflits, les marquer comme resolved avec la commande git add, d'accord, et ensuite faire un git rebase continue. Ce qui est plutôt sympa parce que effectivement, Git est assez capricieux et assez difficile à manipuler, donc ce genre d'indication est plutôt très bienvenu et va nous aider grandement à pouvoir résoudre notre conflit. Si on lit un petit peu plus loin, on peut voir que Git nous propose d'autres options. Ici, un rebase skip, qui voudrait dire que en gros, on passe outre le conflit, ou alors un git rebase abort pour annuler l'opération. Concrètement, nous, ce qu'on veut faire ici, c'est bel et bien synchroniser la branche feature avec la branche master. Donc nous ici, on va vouloir résoudre le conflit pour pouvoir adjoindre le code de la branche feature à la branche master. Si maintenant on va dans le code, on va aller regarder le fichier en conflit, on s'aperçoit ici que on a un certain nombre de conflits. Et oulala, ça a l'air d'être compliqué à gérer cette histoire-là. Donc, par rapport à ça, de manière générale, personnellement, je vous déconseille de chercher à résoudre les conflits de façon manuelle, mais bien au contraire, plutôt utilisez vos IDE. Ici, j'utilise IntelliJ, mais vous pouvez utiliser n'importe quel IDE que vous voulez, parce que ils ont des interfaces graphiques qui sont plutôt bien pensées pour pouvoir résoudre les conflits. Le but de ce tuto ici n'est pas de vous montrer comment fonctionne un IDE, mais bien de vous montrer l'utilisation de Git. Mais juste pour la petite histoire, on va chercher ensemble à résoudre le conflit qui a été généré ici par le rebase. Voilà, donc on voit ici qu'on n'a bien qu'un seul fichier. On va faire merge. Et on a ici toutes les options qui sont à notre disposition. Donc on va prendre ici le scan, le test, et ici on va rajouter le scan. Et voilà. Jusqu'à ce que l'opération fonctionne. Et j'ai donc maintenant un fichier qui est mergé. Alors, donc maintenant, j'ai réussi à synchroniser ma branche feature locale avec ma branche master locale. Et donc, j'ai bien ma branche feature qui se trouve dans cette position-là. Sauf que, vous voyez bien qu'il y a quand même quelque chose d'un peu violent qui s'est passé ici. C'est-à-dire que concrètement, j'ai modifié l'histoire de ma branche. Ma branche, à la base, était créée à partir d'un commit précédent. Et donc là, j'ai fait comme si, j'ai positionné, j'ai modifié ma branche de manière à ce qu'on fasse comme si elle avait été créée à partir de ce commit-ci. Or, c'est pas ce qui s'est passé concrètement. Donc du coup, si je retourne maintenant ici et que je cherche à pousser mes modifications sur la branche distante, eh bien voilà ce qui se passe. Il me dit ici que le push a été rejeté et il me dit il y a the tip of your current branch is behind. D'accord? Et il me propose éventuellement de faire un pull. Or moi, je sais bien que mon push, il va en avant, d'accord? Parce que j'ai intégré toutes les modifications qu'il y avait sur la branche master. Donc du coup, ici, il y a une opération à faire qui est un petit peu délicate, qui s'appelle le git push force. Alors, je vous mets en garde, c'est une opération qu'il faut faire vraiment, qui est absolument nécessaire, mais qu'il faut faire avec beaucoup de précaution, parce que c'est une opération qui va réécrire l'histoire de votre branche et qui potentiellement donc va vous faire perdre du code si vous ne la gérez pas convenablement. Donc, du coup, maintenant,
avant de faire un git push force, on va s'assurer que tout le code qui a été modifié localement, d'accord, par le rebase est bien équivalent au code qui se trouve en remote, à cela près que on a intégré les modifications du master qui ne se trouvaient pas avant sur notre branche. Ok? Donc par rapport à ça, allons explorer un petit peu cette branche ici. Donc mes fichiers. Ok. Alors, tout d'abord, ici, la bêtise de Han a convenablement été corrigée. D'accord? Deuxièmement, mon fichier GitLab, le voici. Alors, essayons de le comparer localement. Ok. Donc là, je vois qu'il y a bien les modifications que j'ai faites, qui sont les dernières modifications que je souhaite pusher. Et je vois également qu'il y a bien les modifications qui ont été effectuées sur la branche distante. Après s'être assuré que la branche feature est parfaitement en position de fast forward par rapport à la branche master et que toutes les modifications y sont convenablement intégrées, on peut maintenant procéder à un git push-force. Et voilà. Donc du coup, maintenant, je reviens sur ma branche feature. Hop. Je vois bien que j'ai mon fichier GitLab, j'ai bien GitLab CI, j'ai bien toutes mes modifications. Voyons voir. Tout a l'air nickel. OK. Et voyons voir ici, au niveau du graphe, comment ça se présente. Et ben voilà. J'ai ma branche feature qui incorpore bien toutes les modifications que j'ai fait sur la branche, mais qui incorpore également, et ça se voit parce qu'elle est dans l'alignement du master, elle incorpore également toutes les opérations qui avaient été faites sur le master et que l'opération de rebase m'a permis de faire. Alors maintenant qu'on a appris à synchroniser une branche feature avec la branche master, on a appris à synchroniser une branche avec une autre, eh bien, on va pouvoir utiliser ce processus d'une manière beaucoup plus globale. C'est-à-dire que, a priori, si on est toute une équipe, on suppose qu'il y a plusieurs développeurs qui travaillent ensemble et que potentiellement, il y a plusieurs développeurs qui travaillent sur le même code. Pour ça, on comprend bien que chacun des développeurs a besoin de créer sa propre branche feature. Une fois que le code a été effectué, chacun des développeurs va vouloir merger sa branche feature avec la branche master pour que le code soit incorporé dans l'application de manière globale. Donc par rapport à ça, on a vu dans le précédent tutoriel qu'on a besoin de faire ce qu'on appelle une merge request. Et quand on travaille avec plusieurs développeurs en parallèle, il se peut qu'on ait des fils de merge request. Comme on le voit ici, donc ici on a la branche feature 1, feature 2, feature 3, et chacun des développeurs gérant ces branches-là souhaite maintenant fusionner leur code avec la branche master. Alors, on va supposer que les branches 1, 2 et 3, les branches feature 1, 2 et 3, aient été nommées comme ça par rapport à leur arrivée dans la file de merge request. Ok ? Donc, par rapport à la branche feature 1, on sait que les développeurs sont compétents, qu'ils ont mis leur branche feature en position de fast forward par rapport à la branche master, et donc que par conséquent, pour la branche feature 1, il n'y a aucune difficulté. Elle va pouvoir merger
sur la branche master. Sauf que, par conséquent, tout de suite, la branche feature 2 et la branche feature 3 ne sont plus en position de fast forward dès que la branche feature 1 a mergé. Donc, cette opération de rebase master doit être à nouveau effectuée sur les branches feature 2 et les branches feature 3 de manière à les redécaler et à faire comme s'ils avaient été créés sur le dernier commit, donc qui est le commit de merge de la feature 1. Et là maintenant, la feature 2 se trouve bien en position de fast forward par rapport à la branche master et va pouvoir merger. Bien évidemment, suite à ce merge, la feature 3 ne sera plus en position de fast forward et elle devra à nouveau faire le rebase pour pouvoir merger et ainsi de suite et ainsi de suite. Nous arrivons à la conclusion de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, merci infiniment de l'avoir regardée. N'hésitez pas à liker ou à vous abonner à la chaîne et surtout à nous laisser un commentaire. De quoi voulez-vous qu'on parle la prochaine fois? Allez, à plus!